Les chutes de pierre et de rochers, cela existe depuis la nuit des temps. C'est le fonctionnement normal des versants. Tout ce qui est en haut va finir un jour ou l'autre par arriver en bas. Et ça va générer des dangers. Alors on peut prendre quelques exemples. 1248, l'éboulement du Mont Granier, un village entier qui a été rasé. Mais plus récemment, janvier 2009, commune de Verrier-du-Lac, on a un bloc qui est parti tôt un matin de la falaise et qui a eu la bonne idée de slalomer entre 3 maisons sans faire d'autres dégâts que simplement sa simple trajectoire. Il s'est arrêté sur une route, donc il aurait pu, ce bloc, défoncer des maisons, écraser une voiture. Donc c'est très important de comprendre qu'est-ce qui peut se passer, jusqu'où le phénomène peut aller, parce qu'avec ça, on va pouvoir mettre en place des stratégies de prévention. Mais le sujet est compliqué. Parce qu'un bloc, quand il va partir de la falaise, il va rencontrer différentes choses. Premièrement, différents types de sols. Des sols meubles, des sols durs. Il va rencontrer aussi des obstacles. Ça peut être d'autres rochers déjà en place. Ça peut être des arbres. Et si heureusement il y a des arbres sur sa trajectoire, peut-être qu'on va pouvoir le freiner, voire l'arrêter complètement grâce à la végétation forestière. On a besoin de comprendre tous ces processus qui sont en œuvre lors de la dynamique du mouvement généré par les chutes de pierre. Le sujet n'est pas neuf. Depuis la fin du 19e siècle, d'énormes travaux ont été réalisés en zone de montagne pour sécuriser les biens et les personnes. On dispose d'ailleurs de photos géniales sur les travaux de nos grands anciens. Depuis le début des années 30, les scientifiques se sont intéressés à la modélisation de ce phénomène. Alors, bien évidemment, ils ont commencé par travailler dans les cas les plus simples, c'est-à-dire sans aucun obstacle occasionné par la végétation forestière. Ce n'est que depuis le début des années 90 qu'on s'intéresse à la prise en compte de la forêt dans les modèles mathématiques de propagation de chutes de pierre. Ça revient à plusieurs questions. Est-ce qu'un sapin est capable de dissiper autant d'énergie qu'un chêne, par exemple ? Est-ce qu'un impact sur un arbre avec un petit diamètre aura les mêmes conséquences qu'un impact sur un gros arbre ? Toutes ces questions de modélisation, pour y répondre, il nous faut des bases de données, et des bases de données très bien documentées. On dispose de 10 000 événements qui sont bien documentés, à savoir que l'on connaît le point de départ, le point d'arrivée, le volume du projectile qui a dévalé la pente et son trajet. Cette base de données a permis de construire avec l'ensemble des collègues de l'arc alpin. Plus on est nombreux, plus on a des chances d'avoir une base de données qui soit conséquente et robuste. On a travaillé à la construction d'un modèle qu'on a utilisé pour faire la première cartographie des forêts à fonction de protection à l'échelle de l'arc alpin. Ce sont des millions d'hectares de forêts qui sont concernés et ce sont aussi des millions de personnes, d'usagers de ces territoires, qui profitent de la protection offerte par la forêt, bien souvent sans le savoir. Parce que le problème de la forêt, c'est que ça masque le phénomène, ça masque l'activité des versants. Donc là, on a fait un peu balai masque, on a été capable de dire, oui, ces forêts ont un rôle de protection ou pas. Ça revient à considérer qu'un arbre sur 4 est un véritable ouvrage de protection à part entière. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'un projet interrégional espace alpin qui s'appelle Rock the Alps, qui associe les 6 pays de l'arc alpin, et le partenariat est construit avec des scientifiques mais aussi des gestionnaires de cet espace.